Et là, elle a secoue avec des cris tellement d'horreur qu'elle lui dit: est-ce que c'est Joseph ou Eyal? Dis-moi tout de suite, dis-moi tout de suite. Sharon, elle se rend compte qu'il y a tous les voisins étaient là dehors. Elle se rend compte que c'est pas possible qu'on le sache dans cette ambiance-là. Elle court vers la maison, elle ouvre la porte et là, elle dit à son père et à sa sœur: Joseph est mort. Moi, je l'entends. Et après, c'est le trou noir. Et il paraît que une voisine à moi, elle me dit: t'as tellement hurlé que je suis rentrée chez moi, je pouvais pas venir te voir. C'était une horreur. C'était mon alter ego, quoi. C'était vraiment celui qui était aussi taré que moi. Quand je réalise, même avec le recul, tout ce qu'il a fait, c'était exceptionnel. Élie Rachel Durand, bonjour. 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 Vous êtes les parents de 4 enfants. Vous êtes en Israël depuis 20 ans. Vous avez perdu Joseph, Zichrono Livracha, à Gaza. C'était important dans votre éducation, l'histoire de faire l'armée en Israël? C'était une évidence pour vous? Pour nous, oui, je pense. Joseph, il a vécu dans cette ambiance de sionisme volontaire. Je pense que, bon, avec toute la peine qu'on a, sa femme, Talia, nous a dit que le jour même, quoi, le jour où elle nous a pleuré, elle a dit que si c'était à refaire, il ferait pareil, quoi. Il ferait pareil, quoi. Il n'hésiterait pas, quoi. Il savait que c'était difficile et je pense que même la dernière semaine, il devait pressentir quelque chose parce que son discours avait changé, ses intonations avaient changé, il était plus grave que d'habitude. Et voilà, quoi. Il était heureux de faire ce qu'il faisait, il était dans une unité qui le rendait heureux, on voyait, il était joyeux, quoi. Mais il y avait quelque chose de grave, quoi. On était assez militariste quand même. J'ai fait une école d'officier en France, j'étais commando en France. En plus, il y a le côté juif algérien, on va dire, où en fait la France, elle nous a donné quand même ce côté d'amour de la patrie, tu vois, ce côté nationaliste que tu ne retrouves pas chez tous les juifs d'Afrique du Nord. On était vraiment, enfin, mais mon père était français, j'ai un grand-père qui a fait l'armée en 14, tu vois, j'ai un oncle qui était dans la résistance, donc il y avait ce côté national, se battre pour un drapeau. Ça veut dire quelque chose. En 91, j'ai dit c'est maintenant que jamais, c'était la guerre du Golfe, donc je suis revenu, j'ai fait mon allié en 91 et j'ai voulu faire l'armée, quoi. Et pour être Kravi, j'ai fait le cours de Khovesh, c'est infirmier militaire qui va sur le terrain, quoi. Alors, pour Joseph et Eyal, parce que c'est vos 2 garçons, pour eux être combattants, c'était une évidence. C'était une évidence. À partir de Yud Aleph et Yud Bet, Joseph s'entraînait dans une petite organisation qui s'appelle Arrière Yehuda, quoi. En fait, il s'entraînait pour les Gibushim, toutes les présélections pour les Yechidot Kravi. Donc lui, il disait quoi? C'est qu'il avait une petite dyslexie qui le mettait un petit peu en décalage, mais il s'en est bien sorti, quoi. Le 7 octobre au matin, Eyal était là, il passait Shabbat avec nous, Joseph n'était pas avec nous. Et Eyal nous réveille à 6h15, un truc comme ça, en nous disant: Papa, c'est la guerre, c'est la guerre. Ouais, au début, il nous réveille, je dis: attends, c'est pas l'heure de la tfila, quoi. Il dit: maintenant, je dois rentrer à la base, qu'est-ce qui se passe? Il dit: ouais, il y a un truc très grave, il faut que je rentre. Vers 8h après, il y a eu les bombes, et donc il est tout de suite parti à Haïfa. Donc on a allumé les téléphones et on attendait, il y a eu des alertes, alerte après alerte, et Joseph après nous a téléphoné et donc il dit: oui, je dois accompagner quelqu'un, je sais plus, dans une base. Il a pris sa voiture, il est allé et en fait il est tombé en panne à Ramleh. Donc on est allé le chercher et puis donc il était avec nous ici samedi après-midi, il était vraiment assis là justement sur cette table. Et il essayait par tous les moyens de rejoindre l'armée. Il était tellement désordre dans les premiers jours que rien ne s'est passé pendant une semaine. Finalement, il est parti au bout d'une semaine, il était à l'Atlit, la base de Shaetet. Il a fait un siège, je dis: je bouge pas d'ici tant que vous ne m'ayez pas donné une affectation. Ils ont trouvé de son tafkid dans une yeridat qui s'appelle Tinchemet. C'est que des miloumniks, des gens qui ont un certain âge, entre 40 et 50. Une fois qu'il est rentré, qu'il a aimé ce qu'il a fait, parce qu'au début, là, la mission qu'il faisait, c'était une mission relativement commando, mais après c'était vraiment des gens qui prennent des forces, en général des sadirs, qui viennent d'arriver, ils n'ont pas du tout l'habitude de ce que peut être d'être sous Mitachat Laesh. Donc ils les accompagnaient à Gaza, à Djebalia, ils assuraient un peu l'environnement et ils repartaient. Quand ils disaient c'était des tioul de Jipim dans Gaza, on a eu l'occasion de refaire un petit peu ce type de parcours avec son chef d'unité. Ofer, Artouv. Un mec exceptionnel qui frise la soixantaine. Dans des chemins caoutchoucs du Negev, c'était pas dans Gaza. Et c'est des jeeps qui font quand même du 130, 140. Ils sont les unes à côté des autres, à peut-être 50 cm les unes des autres pour aller très vite, pour éviter les feux. Donc ça n'avait rien du Tioul Jeepim. Donc ils revenaient, ils sortaient les blessés, ils apportaient de la logistique.
Et c'était chaud, quoi. Je crois, moi, il est rentré pratiquement, je crois, le 12 octobre. Et il est parti le 16 décembre. La veille, au soir, ils avaient pratiquement rentré presque 1200 soldats et ils étaient très fatigués. Et le matin, lui et un autre copain, ils étaient là, allez, on y va. Ils ont donné du courage à toute la Tsevet. Et là, il a réveillé tout le monde. Il a dit, allez, bougez-vous, on est crevés, mais il faut y aller, il faut y aller. Tous ces copains de la Shayetet qui étaient aussi, qui attendaient en fait leur nouvelle affectation, ce qui s'est passé une semaine après le départ de Joseph. Il les a fait venir avec lui. J'ai le fils d'un copain, Ilan, qui était à Tsuketan, qui est à mon avis encore en post-trauma depuis 2014. Et le 8, il me téléphone, il dit « Est-ce que je peux venir chez toi ? Je sais pas où aller, je reviens. » Rentrer en Golani après avoir 5 ou 6 ans d'interruption, c'était pas possible. Donc finalement, Joseph a réussi à le faire rentrer avec lui. Et c'est Ilan qui a sorti son corps du Hummer. Il revenait de Mifsaïm de Djebalia. Et il y a un village qui s'appelle, le faubourg de Djebalia qui s'appelle Betlahia. Alors le matin même, ils ont pris cette photo-là. Il avait dans son groupe catalan un photographe de profession qui a des photos magnifiques de Gaza, notamment celle-là. Et Joseph ne supportait pas de se faire photographier. Chaque photo qu'il avait, c'était pour faire une grimace. Et là, il posait, là, c'est incroyable. Et là, il posait. Il a beaucoup posé avec justement ce catalan. Et là, ils sont partis vers 11h. Ils ont quitté Messout Yitzhak et ils sont allés pour aller vers Gaza. Première Jeep qui passe, rien du tout. Deuxième Jeep qui passe, rien du tout. Troisième Jeep, c'était Joseph. Alors Joseph, il avait la place la plus haute sur le Hummer. Et il y avait donc Catalan qui était en bas. Et Catalan, en fait, lui massait toujours le mollet. Et Joseph lui massait le cou, pour te dire donc à la hauteur de quoi ils étaient. Et Joseph, 2 minutes avant de partir, il dit à Catalan, « Tu veux pas me prendre en photo ?» Et là, Catalan lui dit, « Mais ça va pas, t'as pas vu l'endroit que c'est, etc. » « Mais allez, prends-moi en photo, c'est bon. » Ça va, genre on fait ça tous les jours. Catalan s'abaisse pour prendre l'appareil et c'est là où tout le Hummer se lève. Et là, Catalan se retourne et il voit que Joseph a eu un rissis là, sur la carotide. Il était mort sur place. Donc le temps qu'il s'aperçoive qu'il n'y a rien à faire, il essaye de faire ce qu'il faut faire, il voit que c'est parti. Donc il est vraiment mort sur le coup. Il n'a pas eu le temps de vérifier tout ça, etc. Deuxième et troisième mitane ensemble. Joseph, le premier mitane, il se couche pratiquement sur Catalan, il le protège. Le Nahag, il prend beaucoup de récits. Il reçoit donc le deuxième mitane et le troisième. La deuxième, il se couche vers Yossi, le Nahag, et il protège d'une certaine manière Yossi. Parce que tous, après les avoir vus, ils ont dit Joseph nous a protégés, en fait, d'une certaine manière. Son corps. Celui qui est derrière, Yossi, il a dit Joseph, il était plus fort que moi. C'est vrai qu'il est tout maigre, tout mince. Il a dit Joseph, il a tout reçu sur lui. Et moi, j'ai rien eu. Alors tous, ils ont reçu un petit récis, mais ils n'ont pas perdu la vie pour autant. Ils ont l'habitude, avec tous ces bruits de plaques, des cris, des trucs. Donc ils pensaient que tout allait bien. Et c'est quand ils ont vu que le Nahag, il voyageait avec le Hummer un peu, c'était pas tout droit, c'était pas vraiment tout ce qu'il fallait. C'est là où Ilan, le fameux copain de Joseph, il se rend compte du problème et là il dit stop, arrêtez tout. Et là il se met à courir comme un fou, il dit pourvu que Joseph n'ait rien. Il met le Hummer dans un endroit où il y avait des oliviers, on sera plus ou moins caché. Et c'est avéré que 2 semaines après, de cet olivier à côté, il y avait un trou pour arriver dans C'était une sortie de tunnel. Ils ont trouvé les fils et tout ce qui était la télécommande du mitane. Et tout le monde court et là ils s'aperçoivent que le paramédic il dit Joseph, il n'y a rien à faire. Donc ils ont sorti le corps de Joseph et Joseph est parti. Et là, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont au milieu des feux, etc. Alerte bien sûr générale, ils font descendre les 10 soldats qui étaient derrière. Il leur dit mettez-vous tout autour de la voiture, mettez-vous en alerte. À ce moment-là, tout le monde arrive. Joseph, il part avec une autre cévette pour le faire sortir de Gaza. Ils ont tous été secoués. D'ailleurs, Catalan, on lui a téléphoné récemment, il ne peut pas finir les conversations, il pleure. Et c'est comme dit Rachel, c'est 1m90, un souriant, beau gosse, un père de famille. Ils sont mal, les pauvres. Ils sont mal, nous on est mal, mais je pense que toute la Tsevet était vraiment... On est tout le temps en relation avec eux, dès qu'il y a un truc, ils nous appellent. Donc Joseph après a été envoyé à Ramleh là-bas. Ce Shabbat, j'ai fait un Shabbat alors que je cuisine très très bien. Et que faut pas exagérer non plus. Ça sent très bon. Ma fille elle me dit mais ma parole, qu'est-ce qui t'arrive maman? Tout était raté. Tout était raté, c'était pas bon. Un Shabbat vraiment, on était 4 âmes en peine, mais on le savait pas.
Il faut dire que peut-être, pour contextualiser cette peine et ce chagrin qu'on avait, la dernière fois qu'on a vu Joseph, c'était sur le parking de Herzl, où on avait enterré un ami, Elia Janowski, voilà, le frère de la meilleure copine de ma fille. Qui était venu Shabbat avec nous manger. Après l'armée, il a dit, il a fait dans le Bitachon, il dit, j'ai que ça, je peux pas faire autre chose que défendre mon peuple. C'était le mardi. Il demande à Satsevet, voilà, je vais rester un jour de plus pour aller, c'est un copain, il faut qu'on aille au Mont Herzl, on va l'enterrer. Donc on dit ok. Donc toute la famille, on va tous au Mont Herzl. On y va, et là vraiment, on est vraiment tous en larmes, c'était triste. Et là, il me dit, Joseph, maman, je dois partir et tout, je dois accompagner quelqu'un. Mina Shamaïm, ce quelqu'un, il a trouvé un trimpe. Alors Joseph, il vient, il fait un grand bisou à son père, etc. Moi, j'étais déjà dans la voiture, et je vois Joseph, je fais, ah Joseph, bon, alors on te voit Bezrat Hashem Shabbat. Il fait, non maman, tu ne me verras pas Shabbat. Et là, je fais, ah bon, alors je sors de la voiture, et là, j'ai un soleil qui est derrière lui. Je l'embrasse très très fort, je dis, oh mon fils, je t'aime, tu reviens, maman, je t'aime, toujours je t'aime maman, c'était ok, il n'y a pas de problème, fais attention à toi mon fils, ok maman, je t'aime, au revoir maman, je t'aime. Donc je le vois à travers le soleil et je ne vois pas vraiment son visage. Et donc c'est la fois où il nous dit au revoir. Donc Shabbat, où on devait nous avertir, donc mardi, il nous dit au revoir, dimanche, il revient dans une tombe. Shabbat, où justement il part, ils essayent dehors de nous joindre parce qu'ils sont obligés de nous parler. Donc ils sont venus pratiquement un petit peu avant Shabbat. Il y avait une ambulance dehors et il y avait les 3 personnes de l'armée qu'on a vues déjà au Mont Herzl. Qu'on avait vu le mardi au Mont Herzl. Si. Sharon sort pour fumer une cigarette. Elle voit un des mecs qui est assis dans une voiture et elle lui fait « Ma tarotse, ta'efshar la'azor lecha ?» Et à ce moment-là, lui, il voit que c'est quelqu'un qui sort et à ce moment-là, il appelle toute sa tsevet, fait beau ou beau et elle reconnaît la fille Tehila, en Taltalim, la fille qui était justement au Mont Herzl. Elle lui court après, et là, elle a secoue avec des cris tellement d'horreur qu'elle lui dit, est-ce que c'est Joseph ou Eyal? Dis-moi tout de suite, dis-moi tout de suite. À côté de ça, nous, on était dans notre chambre à coucher. Ma fille Déborah qui vient et qui dit à son père, papa, il y a quelqu'un dehors, la pauvre, je sais pas ce qui se passe, il y a quelqu'un qui, je sais pas, on la tape, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dehors. Mon mari, il cherche partout son flingue, il se dit, bon, avec le 7 octobre, on est un petit peu traumatisé. Donc lui et Déborah courent vers la porte. Sharon, elle se rend compte qu'il y a tous les voisins étaient là dehors, elle se rend compte que c'est pas possible qu'on le sache dans cette ambiance-là. Elle court vers la maison, elle ouvre la porte, et là, elle dit à son père et à sa sœur, Joseph est mort. Moi, je l'entends, et je me rappelle plus, après c'est le trou noir. Et il paraît que une voisine à moi, une Française, Jessica, elle me dit, t'as tellement hurlé que je suis rentrée chez moi, je pouvais pas venir te voir. De toute façon, l'armée avait arrêté tout le monde, personne ne rentrait. C'était une horreur d'apprendre que Joseph... Et moi, quand je priais tous les matins, je me disais, à chaque fois, pour moi, c'était une angoisse pour Eyal. Joseph, pour moi, c'était Tioul Jipim, quoi. C'était un truc simple. Je ne savais pas que c'était si dangereux, quoi. J'étais persuadée que tout allait bien. J'étais comme toute maman, quoi. On espère que nos enfants y reviennent en bonne santé et que tout se passe bien. Une semaine avant, comme Déborah était triste, Joseph l'appelait. Il lui disait, oui, ma soeur, je sais que tu es triste et tout. Il essayait de la consoler. Et puis il rigolait. Tu sais, si moi je me fais, s'il m'arrive, moi je veux être aussi au Mont Herzl. Ma fille, elle lui dit, même pas en rêve, toi, t'es là, tiens, je sais pas, t'habites Herzliya, je sais pas où on va te mettre. Elle dit, non, bah, j'espère que tu te battras pour que je me mette au Mont Herzl, commentaire au Mont Herzl. Elle regarde, bon, un humour noir, quoi. La dernière semaine, entre ce mardi et ce samedi, il a dit, bon, si c'est comme ça, déjà je veux que Jonas il fasse des vannes pourries comme il a l'habitude de les faire. En jetant le sable dans ma tombe. Et je t'interdis de pleurer. Ouais. C'est marrant. Voilà. Hein. Et donc, c'est marrant, c'est pas drôle, quoi. Et vous ferez attention à Talia, ma femme, en étant avec elle et en la... Il n'a pas laissé de lettres. Mais pas de lettres, des directives à sa sœur, vraiment. Vraiment. Parce que moi, le soir même, donc sous l'effet de je sais pas quoi, on parle d'enterrement, je dis mais non, et puis je dis mais non, on va pas, non, c'est pas possible. Et elle dit maman, t'inquiète pas, il a tout laissé. Et puis après, bon, elle m'a raconté. Et donc Jonas, il était au fin fond de Gaza. Ils sont allés chercher en voiture blindée. Il est arrivé 2 minutes avant la Halvaya. Son meilleur copain aussi. On a demandé au Rav Cherki qu'il a marié 2 ans avant. Et là, il a fait un espède pour son départ. J'ai eu l'occasion d'être à vos côtés pendant les Shivas. J'ai vu votre force, en même temps votre chagrin. Je sais pas où tu as eu la force, hein. Franchement, je sais pas où tu as eu la force.
T'as raison de dire ça parce que nous, on n'était pas forts pour autant. En tout cas, on ne se sentait pas fort du tout. Mais en fait, tous ceux qui y rentraient, ils disaient c'est marrant, on rentre complètement démoli et on sort fort. Bon, j'imagine que Joseph y est pour quelque chose. Tu sais, il adorait les invités, il adorait chaque fois il me demandait maman combien on est ce Shabbat. Ah bon, t'invites celle-là, invite celle-là, invite celle-là. Il adorait qu'on soit nombreux à la maison. Il adorait faire les mangals. Le kiff quoi, toujours le kiff. Il aimait bien tout ce qui était. Voilà. Alors c'était pas un buveur, mais il faisait boire les autres. Non, pas que. C'est quand il revenait de mission et qu'ils avaient un petit peu de temps, il fumait des cigares alors qu'il n'était pas fumeur non plus, quoi. Et du whisky. Donc il aimait bien le bon whisky. Donc il avait institué ce minag, on va dire, là, quand ils avaient un petit peu de temps entre deux missions avant de partir, où ils avaient un petit peu de permission, c'est de savourer un bon whisky et fumer des cigares. Donc pendant la Shiva, tous ses copains sont venus avec des bouteilles. Je crois qu'on n'a jamais bu autant de whisky à Jérusalem que quand c'est Shiva. Bon, ils venaient tous avec les meilleures bouteilles de whisky, les meilleurs cigares. Il y avait tous les gens de l'armée. Il y avait tellement de monde qu'il n'y avait aussi. plus de place dans la maison. C'est Shiva qui sont une halakha, tu comprends vraiment pourquoi tu as 7 jours à la maison. Alors on te dit que c'est parce que l'âme elle va entre le cimetière. Mais tous les gens qu'on a vus, ils nous ont évité de sombrer complètement parce que là c'était vraiment c'était l'horreur intégrale. On n'a pas dormi, moi j'arrivais rien à manger. Bon après je me suis vengé sur le chocolat et les bonbons, mais pendant une semaine c'était invraisemblable. Pratiquement pendant un mois, oui. On a fait un calcul approximatif. Il y a au moins 7000 personnes qui sont passées en 7 jours. C'était un aller-retour en permanence. Les gens qui venaient avec des plats. On avait tellement de nourriture ici qu'on était obligé de donner, enfin obligé, c'était un plaisir. On les transférait au Chayalim qui venaient. Voilà. Au Sherat qui nous a fait des cadeaux. Rami Lévi, les restaurants. Tous les restaurants qui venaient. Tu avais cet amour d'Israël, de notre peuple. 7 jours, puis 30 jours, puis 3 mois. Où on est encore dans un monde qui est entre les deux, quoi. Et puis là, malgré tout, avec le temps, c'est pas que tu reprends des habitudes, tu dors un petit peu plus. Et là, quand toute la poussière redescend, c'est là où tous les 26 ans de souvenirs reviennent quand il est petit, quand il est grand, et c'est pire. C'est pire. C'est pire parce qu'on n'est même plus dans le coma. On réalise et on réalise pas qu'il est plus là. Réveillé, là. On réalise plus qu'il ne viendra plus, qu'on pourra plus le voir, qu'on pourra plus le toucher, quoi. Comment on se relève de ça, je sais pas. Je sais pas comment on se relève. On sait qu'on n'est pas les seuls, on sait qu'il y a malheureusement des milliers de personnes dans notre cas, mais tu sens vraiment ce que veut dire le vide. Et tu dis voilà, on va construire sur ce vide, il faut aller de l'avant. Mais c'est que des mots, quoi. C'est que des mots parce que le matin tu te lèves. Alors que j'ai toujours vécu sur des projets, sur des envies, tu vois, j'ai même pas envie de te parler, pourtant je te parle, donc ça, a priori j'avais besoin de parler, quoi, mais c'est dur, quoi. Comment vous étiez ensemble? Quel genre de rapport vous aviez avec C'était un nounours. C'était un nounours qui avait besoin de câlins. Wow. Il était très collé à son père. Il aimait aussi les câlins de sa mère. Tu vois, j'ai mes 4 enfants, je l'adore tous pareil, quoi. Mais c'était vraiment... C'était mon alter ego, quoi. C'était vraiment celui qui était aussi taré que moi, s'enflammait pour tout très vite, puis laissait tomber très vite aussi quand il avait fait le tour de la chose, quoi. Il était pas fini comme moi. C'était toujours ce que je disais, mais non, il était pressé. Il se posait toujours des questions, il était toujours sur la question. Il fermait jamais les portes ou les placards. Il ouvre un placard, il ferme jamais la porte de placard. Tu vois, il a fait plein de choses. Je dirais, ferme les portes. Et à chaque fois, même dans des choses qui étaient moins terre à terre que le fermer. Je dis, mais ferme la porte. Quand c'était des choses qui étaient plus intellectuelles ou plus dans ses travaux, on a travaillé un petit peu ensemble. On a commencé à travailler à Eilat ensemble. Il disait quoi dans la vie? Après l'armée, on lui avait proposé de faire de la Ktsuna. Il disait, ça me saoule. À part l'autorité de sa mère, il n'aimait pas beaucoup les gens autoritaires. Il voulait faire de la biologie, parce que même déjà au niveau du bac, comme on était un petit peu dans la biologie, il avait fait des projets qui étaient très sympathiques, quoi, avec des systèmes d'automates, d'allumage, qui étaient relativement rudimentaires, mais enfin, déjà à la base, il avait ce côté un peu technique dans les mains. Et ce que je faisais en France, donc la culture de microalgues, où on avait plutôt stoppé la production, il a dit, ben, pourquoi tu ne ramènes pas ça en Israël, et moi je vais faire avec toi, on va gagner beaucoup d'argent.
un rêveur comme moi, tu vois aussi, quoi. On a monté une petite unité de production à Eilat, où il a tout fait. C'est-à-dire qu'il a pris la pioche, il a creusé des sillons dans la terre dure, très sèche, pour amener l'eau, pour amener les câbles. Enfin, il a fait vraiment... Il kiffait là-bas, il a kiffé un an là-bas, il a kiffé parce qu'il se baignait le matin avec les dauphins. Un site de production qui est sur une Matspena, donc il était vraiment sur la plage. Quand je réalise maintenant avec le recul tout ce qu'il a fait, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Ce qu'on fait, nous, c'est le rendement des molécules qu'on cherche dans la biomasse. Donc il y a des protocoles de culture. Il a multiplié par 3 les rendements que faisaient des troupeaux de docteurs qu'on avait à Paris. Quoi. On veut toujours que les enfants les poussent toujours pour qu'ils soient mieux encore. Toujours trouver des solutions. À chaque fois, je disais, on disait, prends ton temps, tu vas aller trop vite, tu vas trop vite. Il cherchait toujours les kits sourds derrière, toujours les raccourcis. Il dit, mais pourquoi je vais me saouler si je peux éviter de m'embêter. Et tu vois, cette précipitation qu'il avait dans tout, même sa vie, elle a été très courte. Quoi. Il vivait à 200 à l'heure. À 200 à l'heure. À 200 à l'heure. C'était quelqu'un qui aimait apparemment beaucoup parler, beaucoup chercher le sens des choses. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Je voulais te dire, quand il était jeune, j'écoutais des cours du Rav Littman, je ne sais pas si tu connais, de Kabbalah, du Bala Soulam. Et bon, il y a des concepts un peu durs. Tu as le Or Yachar, le Massar, le Roser, il y a pas mal de choses qui étaient... Bon, si tu n'es pas accroché à quelque chose qui n'a rien à voir avec la réalité, tu ne t'accroches pas. C'était le seul qui comprenait ce que je disais, qui me posait des questions. Mais à un niveau, déjà, il avait 7 ans. Donc tous les Shabbatot, quand il était là, c'était des vikourim sans fin, pour le plaisir d'être en vikouar. Et les silences qu'on avait ensemble, il y avait, je ne sais pas, c'était de la télépathie. Je savais ce qu'il avait à ne pas me dire et il comprenait ce que je lui répondais. Quoi. C'est-à-dire qu'il venait, on était dans le lit, c'était toujours un câlin. Quoi. C'est un gros nounours qui pesait plus de 100 kg, 1m87, quelque chose, une pièce. Quoi. Il mettait sa tête sur moi, il m'écrasait, mais on communiquait comme ça, tu vois. Le dernier Shabbat, justement, où il était là, il est venu entre son père et moi sur le lit, et il me dit... et puis je lui fais un petit câlin comme ça sur sa tête, et je vois que c'est tout sec. Je dis « Oh, mais c'est sec dans ta tête !» Et là, je lui masse. Oh, merci maman, je t'aime maman. Et après... Ça, c'était son leitmotiv. Je t'aime. Il ne pouvait pas finir une conversation WhatsApp ou un petit mot WhatsApp. Je t'aime. Je t'aime mon papa, je t'aime tout le monde. Tu dis bonjour Tania ? Il avait toujours le sourire. C'était un homme à sourire. Il avait un sourire vraiment communicatif. Donc, pour revenir à Joseph, avant qu'il parte, il y a mon papa, Zichrono Livracha, il était venu me voir en rêve. Il était assis dehors sur la terrasse et il était en train de manger des petits trucs noirs. Bon, après, on m'a expliqué que c'était peut-être des olives noires. Il était là, il me dit « Mais ma fille, oh, quand est-ce que tu vas apprendre cette chanson ?» Et cette chanson, c'était « Dis-moi, ma fille, pourquoi tu as de la peine ? Dis-moi, ma fille, pourquoi tu es comme ça ?» Et je lui dis « Mais papa, je connais les paroles, mais pourquoi tu me parles comme ça ?» Il me regardait même pas, il était énervé. Je me réveille avec une angoisse. Je dis, bon, c'est normal si je suis angoissée, mes 2 enfants sont alarmés. Bon, calme-toi, etc. Je raconte le rêve à ma mère qui me dit Chalom Tov, Chalom Shalom 3 fois. Et puis qu'elle me dit, ma fille, mets de la tzedaka et allume des verres pour tes enfants, prie pour tes enfants. Après, tu pries pour tous les chayalim et tous les chatoufim. Donc, tous les matins, j'allumais une bougie tous les matins. Et à chaque fois que je voulais prier pour mes enfants, c'était le nom de Eyal qui venait en premier, Joseph en deuxième. Et Joseph est l'aîné d'Eyal. Donc je dis non Rachel, d'abord Joseph, ensuite Eyal. Donc vraiment je me faisais une gymnastique pour mettre d'abord Joseph en premier et Eyal en second. Et après qu'il soit parti, j'étais triste parce que j'ai dit je vais même pas profiter de ce bisou qu'il m'a donné sur la Hanaya du Har Herzl. Je t'ai même pas vu. Shabbat, je dis ça vendredi soir et j'étais effondrée. J'ai dit non, c'est pas possible et tout. Il vient sur ma terrasse, il y avait un soleil magnifique. Il vient, il m'enlace fort, mais comme si je le touchais. Je dis, oh mon fils, pourquoi tu m'as fait ça? Et je commençais à pleurer. Et là, il s'estompe. Je fais, allez, je t'en prie, je ne pleure pas, je t'en prie. Et là, il revient. Il me câline comme si vraiment quelqu'un était en train de me câliner. Et il m'embrasse, pas un mot. Et avec un sourire, habillé en blanc, magnifique. Et là, je me réveille, et là, je tape mon mari. Il est venu, il me dit, qui c'est? Je dis, mon fils. Il est venu me faire le câlin que je réclamais. Une fois, j'étais pas bien, je dis, oh là là, mais à quoi ça sert de vivre et tout. Il vient un matin, il mange des cornflakes dans la cuisine, la casquette à l'envers, comme il avait l'habitude, très classe, avec un sourire. Il me dit, maman, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu manges des cornflakes et du lait le matin, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, c'est la vie, maman, tout est beau, tout est magnifique.
Là, j'ai compris vraiment qu'il faut s'accrocher, et que la vie est belle et que j'ai d'autres enfants aussi. Puis il y a une phrase aussi que m'avait dit la maman d'Emmanuel Cherki. Elle me dit « Joseph, il n'est pas arrêté par le temps ». Je sais pas, j'ai réfléchi là-dessus, ça m'a fait du bien aussi. On avance, on est obligé d'avancer. Parce que la vie, elle fait que tu es obligé de te lever, tu es obligé de respirer, tu es obligé de manger, tu es obligé de préparer, tu es obligé. Mais bon, à chaque revers de porte, à chaque phrase, chaque moment, on fait penser à notre petit Joseph. On a un projet, sa mémoire, le projet de la famille qui date déjà depuis quelques générations, c'était de faire un yékef, de faire du vin, enfin, pas pour le commerce, mais simplement pour le boire. On essaie de le faire, c'est le projet qu'on a avec Rachel, c'est de partir dans le Negev, essayer de continuer ce qu'il a fait. Et le projet, tu vois, en coproduction de ce qu'on cherche à faire dans l'oncologie, c'est utiliser tous les coproduits pour faire des intrants de culture. Donc c'était un peu son rêve, donc on va essayer de le faire. À Déborah, ma fille, qui travaille à Dassa. Elle est en doctorat, elle travaille en oncologie, donc elle va peut-être reprendre le côté biologique de ce que faisait en production Joseph. On va travailler, on va avancer, et, si Dieu veut, à la mémoire de Joseph. Parce que Joseph, il y croyait vraiment, c'était très dur, parce que bon, c'est très dur de monter des projets ici en Israël. On t'a pas dit comment il a arrêté Eilat oui. Pour autre chose. C'est qu'en fait, il a connu Talia, il est tombé amoureux. Fou. Moi, j'étais jaloux un peu, mais bon, qu'est-ce que je fais, on n'a pas le choix. Et en fait, il dit, papa, je vais continuer à travailler là toute la semaine, et puis le Shabbat, j'irai voir Talia qui était étudiante à Ariel. Je dis, arrête tes conneries, tu vas arrêter, on n'a pas besoin de toi ici, va là-bas, fais un Torah Rishon, ce que je voulais qu'il fasse après l'armée. Donc il s'était inscrit en mécatronique, en Handassa, c'est Handassa Mechonat et Chashmal, tu vois, en fait, pour faire des robots. Là. Ce qu'il avait commencé à faire avec moi, parce qu'il avait mis au point des armoires électriques avec des automates, un truc qui est de la science-fiction, parce qu'il n'avait pas les bases, si tu veux. Mais il était là, il était essai-erreur, et finalement ça marchait, quoi. Ça marchait. Et donc il a commencé, il était en deuxième année, et en même temps, il avait été par un copain de la Cheyetet qui était rentré dans une boîte, une start-up high-tech, où ils font des robots. Mais des robots avec l'intelligence intégrée, ils tombent, ils savent se relever, ils savent monter des escaliers. C'est intégré de l'intelligence artificielle dans des robots. Bien. Le premier robot, ils vont l'appeler, au nom de Joseph aussi. Il avait un surnom parce qu'il est toujours en costume. Il adorait les costumes. À chaque fois, c'était des costumes. Bien habillé, toujours. Donc je sais pas présenté bien, c'était important. Sébastien, ça faisait très français, tu vois. Donc le robot, il s'appellera Sébastien Jade comme Joseph Avner Durand. Vous avez élevé vos enfants à Eilat quand vous êtes arrivé en Israël. Il était heureux dans cette ville de soleil. C'est la ville du soleil, c'est vrai. Et surtout, comme disait Elie aussi, c'est vrai qu'à Eilat, contrairement à Jérusalem ou d'autres villes, on ne sent pas la différence de si tu es religieux, si tu es chiloni, si tu es dati, léomi, toutes ces différences de kippa et de tout ça. À Eilat, on ne les vit pas, on vit qu'on est juif, on est hébreu, vraiment, on sent qu'on est hébreu. Il y a beaucoup de synagogues, c'est sympa, il y a une ambiance particulière. Et les enfants ont été élevés dans cette ambiance-là et surtout l'amour de la mer. Ils aimaient tout ce qui concernait la mer, on faisait du bateau, tous les enfants faisaient du triathlon, ils essayaient d'être les plus forts, ils ont toujours adoré la mer. Donc c'était une évidence que ils partaient sur le fait d'être ou Chovlim dans la mer ou Chayetet. Bon, ils briguaient le plus haut poste dans l'armée. Il y avait aussi un projet avec Eyal, non, à Eilat. Et alors son projet, on a toujours Eilat, c'était quand même le début de leur sionisme. Voilà, c'était la voile, c'était la planche à voile, c'était le kitesurf, c'était la plongée, c'était un peu tout. Il était dans Chayetet, il a un ami qui est au Ternion, qui est dans un département où ils font des bétons écologiques sur lesquels peuvent repousser les almogim, les coraux. Où il y a eu beaucoup de cas, une tempête qui a décimé quasiment tous les coraux de la planète. En plus, il y a des problèmes avec les réchauffements climatiques qui détruisent la barrière de corail en Australie. Donc ils sont très en avance au Ternion. Ils ont cette technologie qui est assez avancée. Et à l'origine, l'ami de Joseph a dit peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est une statue de Joseph. C'est pas qu'on soit le culte de la personnalité, une statue de Joseph en béton sur lequel pourront se greffer et des algues, qui correspond un petit peu à ce qu'il faisait, des microalgues, et des coraux. Et finalement, le projet a pris une dimension un petit peu supérieure, et l'idée était de faire un site
un site de plongée avec des programmes un petit peu didactiques, avec des écoles qui peuvent participer sur la reconstruction de la petite barrière de corail à Eilat. Et a priori, ça va être cofinancé par la mairie d'Eilat. Ça peut être financé par des programmes de recherche du Ternion. Ça y aurait plu, Joseph? Mais complètement, oui, c'était fou. Tout ce qui avait attrait à l'eau, mes enfants, c'est simple pour te dire, la veille de sa disparition, j'ai du mal à dire l'autre mot, il a fait un mikvé dans l'eau de Gaza, dans la mer de Gaza. Et son chef il dit attention si tu y vas, je te déconseille, hein, c'est dangereux. Il est allé tout nu, il a fait son mikvé là-bas. Il y a même une dimension métaphysique à sa mort. Parce que déjà, on t'a dit pendant une semaine, il préparait cette connerie-là. Et en fait, à chaque fois, il dit papa, tu peux pas savoir comme elles sont belles les plages. Il y a des vagues, j'ai envie d'aller. Et à chaque fois, il dit mais t'es fou là, c'est la guerre, c'est pas. Et finalement, le vendredi, donc la veille, il s'est mis à poil. Il est rentré dans les vagues, il a joué avec 3 vagues. Il s'est rhabillé, il est arrivé tout mouillé, il leur a dit il a dit alors, quoi, t'es rentré dans l'eau? Il a pris un mikvé, quoi. C'était un mikvé qu'il a fait, quoi. Il fait un mikvé, quoi. Avant Shabbat, tu vois. Il est parti Shabbat. Comment vous avez envie qu'on se rappelle de lui? Son humour, son sourire, sa gentillesse. Gentil. Il était gentil gratuitement. Ses câlins, et ses câlins, ouais. Il était gentil gratuitement, il attendait rien en retour. Et quand il parlait à quelqu'un, il était face à face, dans le même degré, tu vois. Si c'était un bébé, il devenait bébé. Si c'était une vieille personne, il se mettait vieux personne. Il accommodait sa façon d'être avec les gens et ça ne le gênait pas. C'était pas travaillé, c'était naturel. On se dit, voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de lui? Pourquoi il est parti? Bon, après, on étudie, on écoute, Ori Cherki, Rava Kerman, ça nous aide. C'est un truc qui est familial et qui est un petit peu renforcé par Rav Menachem et puis Rav Cherki, quoi. C'est ce côté maladivement optimiste, quoi. On espère que tout le sang de ces Chayalim, tous ces Giborim va servir de ciment à tous nos frères juifs, quoi. Quels qu'ils soient. Mais des fois on dit peut-être, on est peut-être un peu trop optimiste, mais si jamais ça pouvait servir. Israël, c'est notre terre, de par notre éducation dans la Torah et Shana Haba, Yerushalayim, ça a été ancré en nous. On n'a jamais acheté un endroit, on n'a jamais acheté ailleurs que parce qu'on se disait ça sert à rien. Un jour ou l'autre, il va falloir partir en Israël. Ouais, donc voilà, et c'était entre guillemets, une fois arrivé en Israël, je dis ça y est, je suis arrivé. C'est bon, ça y est, j'ai fait le tour. C'est vrai que en termes de sionisme partagé, c'est quelque chose qui existait chez Rachel depuis longtemps, quoi. Ce prix très cher à payer. C'est pas un prix. Je me dis pas que c'est un prix parce que je suis venue en Israël, c'est arrivé. J'aurais été en Ouganda ou à Miami ou je sais pas où. J'aurais payé. C'était prévu ce départ à 26 ans. Les âmes qui sont les plus proches, eh ben, c'est peut-être celles qui sont épuisettes, il est peut-être prendre celles qui sont plus proches, qui ne va pas en profondeur. Et on a assisté avec One Family, tu connais la Mishpacha Achad, avec des gens qui étaient là, et pas que des gens qui ont perdu leurs enfants à Gaza, c'est des gens qui étaient aussi victimes du 7 octobre, des gens qui étaient à la rave party avec des tatouages du bout du nez jusqu'à l'orteil droit, quoi. Mais quand tu écoutes ces histoires, mais c'est des anges. C'est des anges. Ils étaient là pour Israël. Ils sont vrais. Je crois que ceux qui sont partis, c'est ceux qui étaient le plus proches de la frontière entre le physique et le métaphysique. Il a fait une récolte d'âmes pures que j'espère qu'elles vont pouvoir se battre et puis nous aider ici. C'est une grande peine, une grande souffrance avec quoi on va vivre. À chaque rêve que je fais de lui, il est toujours heureux, il a le sourire, il a dit « je vais bien ». Alors des fois quand vraiment j'en peux plus, je m'effondre, je me dis non, il a dit « sois forte, la vie est belle ».